Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec les liens sino-polonais. Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, effectue une visite d'État de 5 jours en Chine jusqu'à vendredi à l'invitation du président Xi Jinping. Après s'être rendu à Shanghai et Suzhou, il est arrivé à Beijing mardi dans la soirée où il a rencontré le président Xi. Il s'agit de sa première visite d'État en Chine peu après sa prise de fonction en août dernier. Andrzej Duda travaillera à encourager les investissements chinois selon le bureau du président polonais. Il est accompagné de représentants d'entreprises polonaises allant du secteur minier à la construction, la chimie ainsi que la banque au secteur de haute technologie. Ils rentreront chez eux avec 3 contrats. Je suis ravi de pouvoir effectuer cette visite après 4 mois en poste en tant que président polonais. Une relation saine et stable avec la Chine est très importante pour la Pologne. Je suis ici pour travailler sur le renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux. Le commerce sino-polonais a progressé plus de 3 fois depuis 2005, mais le déséquilibre est sérieux. Selon les statistiques du gouvernement polonais, la Chine est le second partenaire commercial à l'import pour le pays, mais le 23e en termes d'exportation polonaise. En juin, le ministre polonais des Affaires étrangères s'est rendu en Chine en vue d'accentuer les exportations polonaises. En 2013, un service cargo régulier à double voie a été rendu opérationnel, connectant Lodz dans le centre de la Pologne à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Et alors que leur partenariat stratégique entre dans sa 4e année, la Chine voit ce développement de liens commerciaux en constante progression. J'estime, grâce à votre visite d'État et la participation au 4e sommet entre la Chine et les nations d'Europe centrale et de l'Est, que nous serons capables de pousser le développement du partenariat stratégique sino-polonais à un nouveau niveau. Selon le gouvernement polonais, la visite du président Duda en Chine, qui a été annoncée lors des premières semaines de son entrée en fonction, démontre que la Pologne considère ses relations avec la Chine comme étant de la plus haute importance. Il déclare que la Pologne est désormais entrée dans une phase de réindustrialisation et donc travailler avec la Chine à tous les niveaux, dont le commerce et les investissements, va à n'en pas douter injecter une vitalité nouvelle à ce processus. C'est un programme très chargé qui attend le président chinois pour cette fin d'année 2015. Voici tout de suite un aperçu de ses prochains déplacements. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé mercredi que le président participerait à la conférence sur le climat à Paris entre les 29 et 30 novembre avec l'objectif d'arriver à un accord sur un plan d'action mondial post-2020. En marge des rencontres, il s'entretiendra avec des dirigeants étrangers dont le président français François Hollande et le président américain Barack Obama. La Chine a déclaré qu'elle attendait plusieurs choses de la conférence. Tout d'abord, le changement climatique est principalement causé par les siècles d'émissions de carbone des pays développés. Donc leurs responsabilités et obligations doivent être différentes des pays en développement. Deuxièmement, la conférence de cette année ne doit pas seulement se concentrer sur l'agenda d'après 2020, mais aussi sur la mise en application des accords qui ont déjà été conclus avant. Troisièmement, la conférence de Paris doit envoyer un message clair au monde sur le développement vert à faible émission de carbone et encourager tous les pays à explorer leur propre voie pour arriver à une croissance faiblement émettrice de carbone. Dernièrement, les pays développés doivent remplir leurs obligations dans l'aide financière et technologique pour aider les pays en développement, en particulier en tenant leurs engagements de fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars avant 2020 aux pays en développement, et peu à peu augmenter le fonds après 2020. Après sa visite en France, le président chinois se rendra au Zimbabwe à l'occasion d'une visite d'État de 2 jours. Durant cette visite, les deux pays signeront d'importants accords portant sur les domaines des infrastructures, des investissements, des échanges culturels ainsi que la protection de la faune sauvage. Xi Jinping se rendra ensuite en Afrique du Sud où il assistera au forum sur la coopération sino-africaine. C'est un sommet historique pour la Chine et l'Afrique. Jusqu'à présent, 36 chefs d'État africains, 5 chefs de gouvernement, 3 vice-présidents et le président de la Commission de l'Union africaine ont confirmé leur présence. Le forum de cette année est jusqu'à présent celui qui a rassemblé le plus de personnes. Et les participants sont tous au plus haut niveau.
Durant ce forum sera abordé un vaste éventail de questions et on verra les plus importants accords jamais signés. De son côté, en Chine, le Premier ministre chinois Li Keqiang a invité les dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale à monter à bord d'un train chinois à grande vitesse. Le voyage s'est déroulé hier mercredi à la suite d'un forum de 2 jours à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Le train partait de Suzhou vers Shanghai. Les dirigeants des 16 pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint le Premier ministre chinois à bord du train pour un trajet qui a duré 25 minutes. Il est aussi prévu qu'il rencontre jeudi à Beijing le président chinois Xi Jinping. La Chine a signé mardi des accords avec la Hongrie et la Serbie sur la construction d'une ligne ferroviaire entre les deux capitales européennes. Les travaux de construction débuteront cette année et seront achevés dans un délai de 2 ans. Le Premier ministre chinois a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du 5e forum économique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale qui se déroule actuellement dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Pour promouvoir la coopération entre les 17 pays participants, Li Keqiang a formulé 4 propositions. Premièrement, la Chine et les pays de l'ECO devraient promouvoir la coopération dans les infrastructures de transport afin de stimuler la connectivité. La Chine a signé des accords séparés avec la Hongrie et la Serbie sur la construction et la rénovation d'une ligne de chemin de fer entre les capitales serbes et hongroises. Deuxièmement, Li Keqiang a déclaré que les deux parties devaient étendre leur coopération dans les capacités de production. Il a suggéré que les produits à haut coût et performance de la Chine, les demandes de développement des pays de l'ECO et la technologie de l'Europe occidentale soient mieux connectés afin de renforcer la coopération. Troisièmement, le Premier ministre chinois a souhaité que l'agriculture devienne un secteur clé du commerce Chine-ECO. La Chine va accroître les importations de produits agricoles des pays de l'ECO et améliorer la coopération sanitaire. Quatrièmement, M. Li a espéré que la Chine et les pays de l'ECO exploreront de nouvelles opportunités pour lancer une ligne de crédit spécial de 10 milliards de dollars et un fonds d'investissement de 3 milliards de dollars. Li Keqiang a également indiqué que l'établissement d'un fonds en renminbi pour soutenir la coopération 6+1 était possible. Il a encouragé la coopération dans les opérations d'échange de devises, les règlements en devises locales et la régulation financière. Le Premier ministre chinois a ajouté que la Chine et l'ECO devaient également discuter de la possibilité d'établir une société financière. Nous passons maintenant à la crise en Syrie. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a annoncé que le second pilote de l'avion russe abattu par la Turquie a été secouru et qu'il est désormais dans une base aérienne russe en Syrie. Selon les médias russes, le pilote affirme qu'il n'y avait pas eu de sommation de la part de la Turquie. L'autre pilote est décédé après avoir été attaqué au sol. Sergueï Shoigu annonce que la Russie envoie son système de défense le plus avancé sur sa base aérienne et le président Vladimir Poutine a appuyé le conseil donné par son ministre des Affaires étrangères aux citoyens russes de ne pas se rendre en Turquie. Également ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu a téléphoné à son homologue russe Sergueï Lavrov. M. Cavusoglu a confirmé à M. Lavrov que des avions de chasse turcs F-16 avaient abattu l'avion russe mardi. Il a évoqué la violation de l'espace aérien turc, ce que Moscou nie. Mais dans une volonté de réduire les tensions, les deux ministres se sont mis d'accord pour partager des informations concernant l'incident à travers des canaux diplomatiques et militaires. Un représentant du gouvernement turc a annoncé que les deux ministres ont accepté de se rencontrer à Belgrade la semaine prochaine. Un peu plus tôt, Lavrov disait que l'attaque turque ressemblait à une provocation planifiée. La Chine a appelé à une meilleure communication et une coopération approfondie entre toutes les parties affectées par la destruction du bombardier russe en Syrie. D'ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel ainsi que d'autres dirigeants européens ont aussi appelé à l'apaisement des tensions. On écoute tout de suite Rongley. À présent, certaines conséquences doivent être clarifiées. La Chine soutient les actions internationales contre le terrorisme. Elle espère que toutes les parties renforcent leur communication et leur coordination.
Nous devons faire tout pour éviter l'embrassement de la situation. Il est évident que chaque pays a le droit de défendre son territoire, mais d'autre côté, on sait à quel point est tendue la situation en Syrie et dans les environs. Hier, j'ai parlé avec le Premier ministre turc et je lui ai demandé de tout faire pour apaiser la situation. Un porte-parole des Nations Unies a déclaré que le secrétaire général Ban Ki-moon souhaite que tous les pays prenant part aux bombardements aériens en Syrie mettent sur pied des mesures pour éviter que de tels incidents se reproduisent. Barack Obama, le président américain, a fait savoir, je cite, que les États-Unis et l'OTAN soutiennent le droit de la Turquie à défendre sa souveraineté. Fin de citation. Quant au secrétaire général de l'OTAN, il a également soutenu Ankara. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a pour sa part estimé que cet incident avait détérioré la situation dans la région, tout en prévenant que toute escalade ferait le jeu des extrémistes. En Europe, après 4 jours de fermeture, les écoles et la plupart des stations de métro bruxelloises sont rouvertes depuis mercredi. Les habitants de la capitale belge peuvent donc retourner au travail. Bruxelles reste cependant en état d'alerte puisqu'on redoute une attaque imminente. L'état d'alerte maximum est maintenu à Bruxelles, mais pour la première fois depuis 5 jours, le métro de la ville est à nouveau accessible. Certaines stations restent malgré tout fermées. Les écoles ont rouvert, protégées par 500 officiers de police supplémentaires. De nombreux écoliers manquaient à l'appel. D'ailleurs, les parents ne cachent pas leur inquiétude. Alors, d'une part, j'ai entièrement confiance en l'école, parce que je sais que c'est une équipe très dans un cadre, etc. Donc j'ai entièrement confiance en l'école. D'autre part, je m'interroge sur les décisions prises par le gouvernement, parce qu'il y a une incohérence. Et en tant que parent, en tant que citoyen, ça m'interpelle, quoi. Pourquoi fermer les écoles de jour? Pourquoi les réouvrir aujourd'hui? Voilà, on n'a pas d'informations cohérentes à ce niveau-là, je peux comprendre. Dans la capitale, les entreprises reprennent leur activité. La levée des restrictions a été décidée après 4 jours de confinement. Une mesure qui a affecté le quotidien des habitants qui ont été privés de centres commerciaux, de marchés, de concerts ou encore d'événements sportifs. Au quotidien, ça semble irréel. Bien entendu, cela nous a affectés. La ville, le confinement et ce qui arrive. Les supermarchés ont des vigiles qui restent à l'extérieur. Nos enfants voient ça et on doit leur expliquer ce qui se passe. À ce jour, la police belge a inculpé 5 personnes pour activités terroristes en relation avec les attaques survenues à Paris. Mais l'un des hommes suspectés d'avoir participé à la fusillade et un complice présumé serait toujours caché dans la capitale belge. D'après les services de sécurité, des terroristes préparaient une opération imminente qui viserait Bruxelles. Jusqu'à l'arrestation des extrémistes, le niveau d'alerte devrait être conservé à son plus haut et les patrouilles policières maintenues dans la capitale. L'armée américaine admet que l'attaque aérienne contre un hôpital en Afghanistan était une erreur. 30 personnes y ont péri et un centre dirigé par Médecins sans frontières a été incendié. Le Pentagone a révélé des détails de son enquête sur l'attaque de Kunduz. D'après un rapport préliminaire du Pentagone, ce sont des erreurs humaines combinées à des problèmes techniques et à des faux pas procéduraux qui ont amené l'aviation militaire américaine à cibler les mois derniers un hôpital afghan dirigé par Médecins sans frontières, aussi connu sous l'acronyme MSF. L'attaque a fait 30 morts. L'hôpital a été identifié à tort comme étant une cible par le personnel américain qui pensait frapper un autre bâtiment quelques centaines de mètres plus loin où nous avions été informés de la présence de combattants. Le rapport révèle que l'équipe de vol avait déjà décollé plus d'1 heure avant qu'il ne soit brièvement informé de la présence de bâtiments civils, dont un hôpital. La cible originellement visée aurait dû être une résidence dont les talibans s'étaient emparés quelques jours auparavant. La localisation de l'hôpital de Kunduz était parfaitement connue de l'armée américaine. Cette attaque était très particulière, très précise, et le bâtiment de l'hôpital est très connu. Ce projet d'hôpital existe depuis 4 ans, et nous avons transmis ses coordonnées GPS précises à l'ensemble des belligérants en Afghanistan. Des problèmes techniques dans l'appareil de combat AC-130 ont limité la communication avec les équipes au sol. Au moment où l'équipage a appris qu'il frappait la mauvaise cible, l'attaque avait déjà été menée. L'armée de l'air américaine en Afghanistan travaille actuellement main dans la main avec MSF pour identifier les blessés et ceux qui ont perdu des êtres chers pour leur présenter des condoléances appropriées. Ces condoléances incluront des compensations financières
versés aux blessés et aux familles des victimes. Les Américains ont également entrepris de reconstruire l'hôpital. Passons maintenant aux actualités chinoises et notamment à l'économie chinoise qui subit des pressions à la baisse, mais la qualité de sa croissance augmente grâce au processus de restructuration économique. Le secteur des terres rares, par exemple, tente de monter en gamme en produisant des aimants à partir d'alnico. Dans cette usine de la province du Jiangxi, une nouvelle ligne de production vient d'entrer en opération. Elle fabrique des aimants en alnico à partir de terres rares. Ce type d'aimant est utilisé dans les secteurs de l'énergie éolienne et des véhicules propres. La ligne de production utilise une nouvelle technologie qui permet de réduire les pertes de matières premières de 40%. 120 tonnes de terres rares sont donc économisées chaque année. Auparavant, nous ne faisions que vendre les terres rares et n'avions quasiment pas de produits issus de transformations intensives. Ça ne marchait pas. Nous tentons d'accélérer l'intégration du secteur et d'étendre la chaîne industrielle. Nous cherchons à développer des biens intensifs à haute valeur ajoutée. Les experts disent que tout ce changement est l'effet des politiques de restructuration économique de la Chine. Changer le modèle de développement n'est pas changer notre voie, mais passer des objectifs quantitatifs à des objectifs qualitatifs et d'efficacité. Malgré son ralentissement industriel, la Chine connaît une forte croissance du secteur des hautes technologies. Au cours des 10 premiers mois de l'année, le secteur des hautes technologies a enregistré une croissance annualisée de 11%. L'aéronautique, l'électronique et les télécommunications ont réalisé des prouesses. L'introduction de la réforme de l'offre correspond au ralentissement de l'économie chinoise. Les économistes chinois affirment que la réforme peut non seulement aider à ranimer la croissance, mais aussi profiter aux gens ordinaires. Les décideurs chinois croient que le taux de croissance économique du pays est plombé par une disparité entre l'offre et la demande. Ils croient qu'en stimulant l'offre dans les industries haut de gamme, plus de demandes pourraient être créées. De plus, la Chine pourrait modifier son avantage concurrentiel pour délaisser la fabrication à faible coût. Nous avons beaucoup d'entreprises novatrices et de haute technologie. De nouveaux secteurs comme Internet Plus et la robotique peuvent devenir de nouveaux moteurs pour l'économie. Le concept de la réforme de l'offre et de la nouvelle consommation a été largement représenté dans des documents du Conseil des affaires d'État sur l'amélioration de la base industrielle. Les économistes croient que le gouvernement est déterminé à créer une nouvelle approche au développement. La Chine va maintenir un taux de croissance évalué de moyen à élevé. Ceci n'a pas changé. Mais nous voyons aussi de nouvelles forces de développement remplacer les anciennes. Les experts disent que la réforme de l'offre est une bonne nouvelle, non seulement pour la macroéconomie, mais aussi pour la vie quotidienne des citoyens ordinaires. Dans le secteur immobilier, par exemple, le gouvernement a promis d'augmenter le nombre de logements et de terrains abordables, réglant les problèmes de logement en améliorant la structure de l'offre dans ce secteur. Le label chinois Made in China était autrefois synonyme de la réputation de la Chine en tant que producteur mondial. Mais cette idée est de plus en plus dépassée et de plus en plus d'entreprises chinoises s'installent à l'étranger. Une version améliorée du Made in China crée de nouvelles visions, notamment sur le continent africain. Lorsque la technologie moderne rencontre leur vénérable civilisation. En Égypte, le marché du smartphone est en explosion, en particulier grâce à la participation des marques chinoises qui se trouvent dans tous les centres commerciaux et dans toutes les rues. Avant que les marques chinoises ne fassent leur apparition sur le marché égyptien, le smartphone était un produit de luxe. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses marques chinoises en Égypte, les prix sont à présent plus abordables. On peut acheter un smartphone dans de nombreuses zones rurales, le budget reste souvent serré. À ce stade-là, les téléphones chinois leur permettent d'apprécier la technologie avancée. Ihab est un homme d'affaires travaillant au Caire. La majorité des membres de sa famille utilisent un téléphone de marque chinoise. En tant que vrai fan de la marque, il avait une fois acheté 3 téléphones du même modèle à sa sortie. Il y a 2 mois, avec un ami, ils ont créé un groupe Facebook non officiel pour échanger des informations avec d'autres utilisateurs. Cela a fait fureur.
Nous avons créé ce groupe il y a 2 mois et aujourd'hui nous sommes 10 000 membres. Tout le monde échange ses informations. Il y a tellement d'utilisateurs qui utilisent Huawei pour la première fois. Ils avaient peur de la production chinoise, mais en vrai tout le monde est satisfait de cette marque. Le problème n'est pas le même pour les autres marques. Afin d'assurer une communication efficace pour les Égyptiens, une importante équipe est derrière la marque. Li Peishi est le chef du centre des opérations réseau. Avec une équipe, ils maintiennent un rythme de travail intense, en particulier pendant les vacances. Pendant les vacances, nous renforçons la surveillance dans certaines zones, dont la capitale, certaines destinations touristiques, etc., pour satisfaire l'augmentation du volume. Au mois de juillet de cette année, nous avons connu des problèmes de croissance de volume. Mais grâce au dur labeur de mon équipe, nous avons réglé le problème et garanti une opération de réseau efficace. Mis à part la découverte du marché, il faut travailler davantage. ZTE a aidé le gouvernement égyptien à construire 143 sites pour former des formateurs et donner des cours à distance dans tout le pays. Grâce à l'actuel système, le pays peut augmenter son efficacité et réduire les coûts. Ces 10 dernières années, nous avons donné des cours de formation à au moins 30 000 formateurs. En ajoutant la 3e phase, nous serons capables d'en former plus de 100 000. Les entreprises chinoises ont également installé des centres de formation en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour former des talents dans l'industrie de la télécommunication. Il s'agit du plus grand centre de formation d'Afrique du Nord. Il a été construit en 2005. Notre objectif est de transmettre nos compétences plutôt que les données. Aujourd'hui, plus de 100 000 locaux ont rejoint notre programme de formation. Quibi travaille en tant que formateur basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il trouve son travail intéressant car il peut constamment apprendre de nouvelles choses, en particulier dans le domaine technique. La formation, en fait, c'est... On s'occupe des outillers, les ingénieurs des opérateurs, donc de nos clients. On leur donne les bagages nécessaires qui va leur permettre de bien travailler, être en mesure d'assurer la maintenance, ainsi de suite. Comme le dit l'adage chinois, donner un poisson à un homme lui permet de se nourrir pour un jour. Lui apprendre à pêcher lui permet de vivre toute une vie. Ces entreprises chinoises font du bon travail dans la commercialisation et la construction d'infrastructures et ils se font de vrais amis en transmettant leur savoir. Ce journal est maintenant terminé, merci de votre attention. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour Afrique Info. À très vite sur CCTV Français.